Ta-da-da. All right, je pense qu'on peut commencer. Est-ce que ça tourne? Excellent. Pas une chaise dans les jambes. Parfait. Vous êtes silencieux, vous attendiez. Merci d'être venu. Mon nom est Pascal Andy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, on est déjà à la 21e édition de Crypto in Montreal. Ce soir, c'est vraiment un meet-up pour s'introduire aux crypto-monnaies. Juste avant de commencer la présentation officiellement, une question. Je vais enlever ça de là. Excusez-moi. All right. Donc, juste avant de commencer, ma question était 3 catégories de gens. Ceux qui débutent, ceux qui sont intermédiaires, ceux qui se considèrent avancés, ceux qui se disent qu'ils débutent à main levée. Oh, pas plus? 2. Les gens qui débutent dans le monde des cryptos. OK, 3. Parfait. Ceux qui se considèrent intermédiaires. Oh, c'est des gens avancés. Moi, je suis là-dedans. Avancé. Tamara. OK. Donc, on a 3 personnes débutantes, puis environ 5 avancés. Donc, les débutants identifiés qui sont les avancés. Il n'y a pas juste moi. Puis, tant qu'à ça, habituellement, je ne pose pas la question, mais là, vu qu'on est un petit groupe, plein de choses à gérer en même temps, je suis désolé. Pour la première fois de Crypto Montreal, l'audience a un micro. Je vous donne une voix et ça va rester, je crois, pour la vie, la fin des temps, immaculé sur le web. Donc, juste à parler comme ça, c'est pas amplifié, là, c'est juste pour la caméra. Donc, si je vous prête le micro, feel free de pas, mais je commence avec toi. Essentiellement, pourquoi tu viens ce soir alors que c'est un événement d'introduction? Pourquoi je viens? Moi, je viens tout le temps, en fait. Parce que tu me connais? Non. Non, rencontrer du monde, partager les connaissances. Puis même quand on connaît beaucoup de choses, on apprend toujours quelque chose. Ouais, exact. Je suis d'accord. J'en apprends encore. Partage puis l'apprentissage. OK. Parfait. Thanks. Mister, pourquoi tu es là ce soir? Je suis là parce que j'aimerais en savoir qu'est-ce que les débutants pensent à la crypto-monnaie, parce que des fois, on ne connaît pas tout à fait toutes les perspectives qu'on peut avoir sur ce que moi j'appelle les crypto-assets. OK. Super, merci. C'est une super bonne question. Ça sera court parce que je suis le collègue de Maître Durand, donc je suis là pour la même chose. Parfait. Je vous laisse connaître vos... juste passer le micro à 2 personnes ici, au niveau plus avancé. Je veux savoir pourquoi vous êtes ici. Moi, c'est surtout pour faire des nouvelles connaissances, parce que j'ai beaucoup de gens qui aiment les cryptos dans mon cercle d'amis. C'était un peu pour étendre un peu le nombre de personnes avec qui je peux interagir par rapport aux cryptos. Cool. C'est pour partager et aussi apprendre pourquoi pas aussi. Super. Tu vois que tu n'es pas venu pour rien. Il y a d'autres gens qui connaissent ça. Exactement. Cool. Tamara. Moi, je suis là parce que je t'aide à organiser ce meet-up. Merci beaucoup d'ailleurs. Et je vais te présenter officiellement dans un instant. Oui. OK. Puis sinon, la question demeure. Tu m'aides, mais encore. Mais je suis enthousiaste Ouais. de la blockchain et du crypto. Et j'ai toujours cherché à approfondir mes connaissances dans ce domaine. Ouais. Cool. Fait que je vais reposer ta question. Rappelle-moi ton prénom, s'il te plaît. David. Essentiellement, là, on n'a pas commencé, j'ai rien présenté. Votre opinion en général des cryptos, du blockchain. Pourquoi vous êtes ici, là? C'est curieux, vous trouvez ça louche? Oui, moi, je me suis intéressé à crypto-monnaie, mais le base, c'est que, à la base, ce que je m'intéresse plus, c'est à blockchain comme système. Parfait. Parce qu'en droit, je pense que ça pourrait être utilisé avec les contrats intelligents et puis aussi avec l'argent, je pourrais investir, mais c'est le côté plus amateur de côté crypto-monnaie. Mais en droit, je pourrais utiliser pour pouvoir réaliser mes idées concernant le droit avec est-ce que ça pourrait être un bon outil ou pas concernant concrétiser le droit et numériser le droit. Parce que déjà, je pense que l'intelligence artificielle va changer beaucoup, mais avec le blockchain, est-ce que ça va changer quelque chose de différent ou pas pour bien discerner ça? Cool, merci. Donc, tu es généralement enthousiaste sur les dés. Cool. Mister. Moi, c'est surtout en fait pour découvrir un peu ce domaine
la blockchain. Ouais. Parce que je me dis que c'est un domaine où on peut se faire beaucoup d'argent, c'est assez complexe. C'est pas encore très très connu, donc ça peut être un très bon endroit où on peut pouvoir travailler plus tard ou sur autre chose. Fait que ton opinion générale, c'est que tu crois qu'il y a une opportunité d'investissement. Non, clairement, ouais. C'est vraiment ça que tu côté là. All right. Merci. Mademoiselle. Moi, ce qui m'intéresse, je suis enthousiaste dans cette nouvelle avenue-là. Il y a toujours quand même un côté légal qui m'intéresse parce que c'est avec l'évolution de l'informatique, on a toujours des bonnes intentions et des moins bonnes intentions, mais je pense que la crypto, les blockchains, bien utilisées, pourraient être vraiment une belle alternative à l'évolution, aux échanges. On a commencé le troc avec des roches, maintenant on est rendu avec du numérique, donc ça m'intéresse beaucoup. Puis investir, oui, éventuellement, mais vraiment découvrir ce monde-là. Je suis quasiment plus sociétal, toi, ton point. Là. Oui. C'est ça qui t'intéresse, right? Oui. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez déposer le micro n'importe où, en autant qu'il ne tombe pas à terre. Merci d'être venu. Je vais me lancer. Et habituellement, dans un monde idéal, j'aurais une chanson qui introduirait ce qui va se passer. Donc, on va faire semblant que je ne suis pas dans le cadre. On peut applaudir. Merci! Bienvenue à Crypto Montréal. So, je prends mon clicker et on commence. Introduction aux crypto-monnaies. Le challenge. Je vais commencer avec une petite histoire personnelle. Je l'ai racontée il y a un mois, puis j'essaie de l'améliorer. OK, il faut que j'apprenne. Je vais coter ça avant, hein, c'est un peu long. Alors, ma première job étudiante, j'avais 16 ans. Au lieu d'être travaillé chez McDo ou comme serveur, j'ai décidé de m'enrôler dans l'armée de réserve, donc l'armée à temps partiel. Et j'ai fait 4 ans là-dedans, puis je me suis fait, on peut dire chier, j'étais fantassin. Right? Puis une des choses qu'on faisait là-dedans, dans l'armée la fin de semaine, on allait dans le bois, vers le quartier. Bon, j'habitais à Québec. On allait vers le quartier en autobus jaune et on allait se tenter, mais là, on essaie de simuler là, que ça va mal, puis qu'il y a des ennemis dans le bois, nanana. Puis on fait des tours de garde le soir, puis on se relaie comme ça, puis il y a quelqu'un qui fait 1 heure, puis après ça, tu vas dormir, puis après ça, tu dors tout croche, tu te fais réveiller 3 heures après, etc. Puis, tour de garde, mettons qu'il y a 4 personnes autour du camp, et les 4 personnes communiquent par radio 10 minutes, puis ils disent, mettons, Alpha Charlie, rien à signaler, ou RAS. Puis l'autre va dire, bravo, Delta, RAS. Puis l'autre personne va dire, Foxtrot, Echo, rien à signaler, puis ça fait ça, puis ça tourne. Puis une fois que les 4 personnes ont fait notre cue, life is good. Puis je me suis toujours posé la question à ce moment-là, ça c'est en 2000, 2001, 2002. Je me disais à ce moment-là, wow, il me semble que c'est pas très sécuritaire notre système. Là. Je veux dire, quelqu'un qui se fait assommer, l'ennemi prend le radio, il prend sa voix, je veux dire, ça pourrait passer easy. Fait que c'est la fameuse question du général Byzantine qu'on dit. Donc, comment on fait pour passer un message ou une transaction et s'assurer qu'elle ne va pas être altérée par d'autres joueurs lorsque notre message va se dissiper. So, all right. Donc, le problème, je viens de vous raconter, je vais peut-être être assez gros. Comme ça. All right. Et ce que les crypto-monnaies, ou en fait ce que le blockchain règle, c'est cette grande question-là qu'on n'a jamais réussi à résoudre avant 2009. Donc, ça résout le fameux problème de comment on fait pour arriver à un consensus entre des gens qui ne se font pas nécessairement confiance. Et c'est ce que je veux vraiment souligner avec le « nécessairement ». Vu que c'est un système qui est ouvert, n'importe qui peut se joindre et laisser le réseau, ces gens-là n'ont pas besoin de se connaître. Ils peuvent se connaître, mais pas nécessairement. C'est juste ça ce que je dis. Donc, le blockchain permet de faire... Ce que ça permet de faire, c'est d'établir un système de confiance entre des personnes qui ne se font pas nécessairement confiance.
Ce que c'est, entre autres, c'est une cumulation d'idées et de technologies qui ont évolué avec le temps. La cryptographie qui existe depuis les années 70. Le peer-to-peer, on se rappelle du BitTorrent, qui permet d'échanger des fichiers sans avoir une partie centralisée. Une des fonctions qu'on appelle le hash, que je vais développer, excusez-moi, que je vais développer amplement tout à l'heure. Et le game theory, donc, qu'est-ce qui incite les gens à agir ou à participer à un réseau. Une vie centralisée. Donc, depuis l'histoire de l'humanité, on remarque quoi? On remarque qu'il existe quelques façons de, je te dirais, mettre de l'ordre dans une société, que ce soit par démocratie, par élection, que ce soit par des aristocraties, par des monarchies, des dictatures, et des corporations telles que les banques, telles que les visas de ce monde. Donc, très centralisé. Et toutes ces façons de faire doivent passer par une entité, je me répète, centralisée. Donc, les débuts. Je peux switcher. Da-da-da-da. La musique va partir, je pense. Faut que je me tune, OK? Donc, en 2008, sur un des forums du temps qui s'appelle Mets Down, il y a un certain Satoshi Nakamoto qui envoie un message, donc 2008, Halloween, 31 octobre, et il envoie ce post-là, anodin parmi les messages comme les autres. Il dit « I've been working on a new electronic cash system that's fully peer-to-peer with no trusted party. The paper is available here », ce qu'on appelle le fameux white paper. Puis il dit the main properties are the double spending is prevented with a peer-to-peer network. There's no mint or trusted party, no centralization. Participant must be or can be anonymous. New coins are made from Hashcash. Wow, fallait le faire ça, lire ça en 2008. So, new coins are made from Hashcash style proof of work, and the proof of work. Oops, désolé. And the proof of work for new coins generation also powers the network to prevent the double spending. C'est normal que ça soit un peu du chinois à ce point-ci. Puis le but, c'est que vous soyez vraiment totalement en contrôle et en pleine compréhension de ce qu'est-ce que ça veut dire. 2009, janvier, quelques mois après, 2-3 mois après, Satoshi finalement release son fameux code source qui est la version 1. Et ici, en janvier 2009, il est essentiellement le seul à faire des calculs sur le réseau, puis il teste son code. Donc, un ordinateur, probablement dans sa chambre, dans son bureau, peu importe. Et le Bitcoin vaut essentiellement rien. Il existe sur aucun marché de change. Et je vais juste vous montrer avec le temps qu'est-ce qui s'est passé. Donc, 2010, premier marché de change qui l'accepte de prendre de l'argent américain versus des coins. Ça vaut à peu près même pas une scène, un tiers de scène. Par la suite, la fameuse transaction qui a, je pense, qui a ébranlé le monde. Il a dit, c'était comme, wow, il y a un échange de coins, de tokens pour 2 pizzas. C'était comme, ha ha ha. Mais ça a marqué l'imaginaire. Ça a été vraiment un point tournant dans l'histoire des crypto-monnaies, clairement. Juillet 2010, 8 cents. Février 2011, 1 piastre. Et avril 2011, c'est pas une histoire de prix, c'est une histoire de Satoshi Nakamoto envoie probablement son dernier message qui dit « J'ai bougé. I've moved to other things. You'll be in good hands with Galvin and everyone. » Galvin est un développeur core de Bitcoin Core. Donc, il quitte en 2011. Et depuis ce temps, officiellement, personne ne sait c'est qui. Personne. On s'entend avec personne. 2011. Juillet 2011, 31 piastres. Et janvier 2014, 750 piastres. Et ça continue aujourd'hui. À ce jour, on est à peu près à 6300, 700, etc. Go to my notes. Des questions jusqu'à présent? Voyons. Ça va? Pas de questions? Je continue? Parfait. Donc, la solution, si je résume ce qu'on vient de voir, c'est que le blockchain permet de faire des transactions peer-to-peer entre gens qui ne se font pas nécessairement confiance. Les propriétés du blockchain, on peut dire que c'est une base de données qu'on appelle un registre, plus officiellement.
Et ce registre-là a des particularités qu'on peut seulement ajouter des transactions. Donc, une fois que la transaction est validée dans un bloc, keep that in mind, on va en parler dans un instant, mais une fois que le bloc est miné ou 10 minutes, la transaction peut seulement s'ajouter, ne peut jamais être effacée ou être altérée. Par la suite, les données incluses sont immuables et inaltérables. Et les propriétés aussi de ce fameux ledger, de ce fameux registre-là, c'est qu'il est décentralisé. Décentralisé égale résistant à la censure, auditable par tous ceux qui le désirent. Ce que je veux dire par là, c'est que n'importe qui peut regarder les transactions qui se passent sur le blockchain, c'est transparent. On ne va pas voir Pascal, Andy envoyer ça, mais on va voir un numéro comme une adresse postale. Une adresse qui envoie des coins à une autre adresse. Tout ça, c'est public, l'heure, etc. Le montant. Ça permet de joindre et de quitter le réseau sans permission. Et ça permet l'innovation sans permission. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le code source est open source. N'importe qui veut peut contribuer à ce code-là et au logiciel. Donc, en d'autres mots, le ledger tel que le Bitcoin, tel que l'Ethereum, ce qu'on appelle les ledgers publics, les registres publics, sont le contraire d'un système qui est sous influence politique, qui est le contraire d'un système qui est censurable. C'est le contraire d'un système qui est fermé, qui est opaque ou qui est non transparent. Et c'est le contraire de ce qui est exclusif ou réservé aux privilégiés. Et c'est ça la révolution qui s'est passée. C'est pour ça que les cyberpunk, depuis 2009, font « Wow, OK, il y a un potentiel ici. » Est-ce que ça marche? On va voir. Mais à date, ça fait 9 ans que l'expérience dure. Et à date, l'expérience fonctionne. Et à ce jour, le blockchain du Bitcoin est le registre le plus sécuritaire au monde. Donc, jamais à ce jour, il y a eu un registre public comme ça, parce que tout le monde a accès. Tout le monde peut participer à faire des calculs qui a tenu le coup aussi longtemps et avec un intérêt aussi peu commun qu'on le veut aujourd'hui. Alors, il y a quelques règles. Je vous ai expliqué les propriétés non altérables, non censurables. Maintenant, il y a quelques règles vraiment très particulières qui ont fait en sorte que le Bitcoin est le Bitcoin. Il y a seulement 21 millions de coins ou de tokens qui peuvent exister. Donc aujourd'hui, on est environ à 17,6 millions qui existent sur le marché. Et les miners font des calculs sur le réseau et eux sont récompensés en tokens. Donc les tokens sont créés à partir de là. J'en reparle dans un instant. Aux 10 minutes, donc ça, c'est toutes les fois qu'on met des transactions dans un bloc. Aux 10 minutes, il y a quelqu'un qui trouve un bloc à quelque part dans le monde. Et on dit, voici ce qui s'est passé pendant ces dernières 10 minutes-là officiellement. Et tout le monde est d'accord dans le monde entier que c'est vraiment l'historique du registre. Taille d'1 meg, je vais revenir. Et le consensus, qui est un 50% plus 1. Ça aurait pu être un 66% plus 1. Dans ce cas-ci, c'est 50% plus 1. Sous le SHA-256, qui est le fameux hash. J'en parle dans un instant. Des attributs qui attirent différents groupes. Donc, au début, on se rappelle là, du graphe ici en 2009. Les cyberpunk, on s'imagine, on sortait de la crise où on entrait. En fait, c'est pas mal dans les mêmes dates. En 2008, il y a eu la fameuse crise. C'était pas la crise immobilière, c'est la crise économique aux États-Unis. Comment? Septembre 2008, c'était la crise, je me souviens de GM, mais c'est une crise économique générale. Right? Crise financière. Ouais. Et puis, il y a des gens, typiquement les cyberpunk, qu'on appelle les gens qui voient, dans le fond, le futur qui va passer sans contredit par les technologies, qui voient une façon de libérer le monde tel qu'on le vit aujourd'hui. Eux voyaient un système qu'on appelle e-cash, comme Satoshi a décrit. Par la suite, un autre groupe est intéressé par son côté anonyme. Donc, décentralisé, c'est le fun, sans censure. Mais il y a d'autres gens qui étaient vraiment plus en mode « Wow, c'est cool qu'on puisse faire des transactions anonymes. » Parce qu'en ce moment, si je passe par Visa, il reste du cash, mais c'est compliqué. À la limite, je ne sais pas qui l'autre personne, je ne veux pas transiger beaucoup d'argent. Donc, le côté anonyme est très plaisant pour beaucoup de gens. Par la suite, il y a un autre groupe de gens qui a fait « Wow, OK, faire des transactions sur le Bitcoin, c'est vraiment pas cher. Je peux transiger l'équivalent de 100$, ça vaut pour 50 cents, ou je peux transiger l'équivalent de 100 000$. Ça me coûte encore 50 cents. C'est quand même très cool.
Transaction rapide, lui, on pourrait dire que c'est faux. Ça prend au moins 10 minutes, puis peut-être vérifier quelques blocs avant que la transaction soit officielle. Mais si on compare au système traditionnel pour envoyer des transactions outre-mer, c'est beaucoup plus rapide, clairement. Transaction outre-mer prend 5 jours ouvrables, 4 jours ouvrables. Ça coûte un bon 25 $ de frais. Il faut se déplacer, il faut signer des papiers. Donc, c'est vraiment intense. De ce côté-là, le Bitcoin est clairement plus rapide. Pour s'acheter un café, on n'est pas encore là, mais je pense qu'on va y être. Pour payer, mais le commerçant, lui, quand tu achètes ton café en carte de crédit, quand tu achètes ton With the café en sound. carte de crédit, Ouais. le commerçant, il attend 24-48 heures avant d'avoir son argent. En plus? Ben oui. OK. Plus les frais de Visa ou de Mastercard. C'est ça, donc, tu as raison, je n'avais jamais pensé à ce point de vue-là. Donc oui, tu permets de vérifier que ton acheteur a bien les fonds rapidement, Ouais. mais tu n'accèdes pas au fond. Les fonds sont comme gelés un jour ou deux. OK. Très, très bon point. Donc, c'est même de ce côté-là, pour le commerçant, c'est plus rapide. On peut laisser là. Pour finir ce point-là, avec les transactions, évidemment, c'est un frein d'adoption qu'on peut dire. On veut s'acheter un café puis que ça soit à la limite plus facile qu'Interac, comme on connaît, ou que notre Visa. Il y a beaucoup de développeurs qui travaillent sur des solutions pour mettre par-dessus le layer du Bitcoin, ce qu'on appelle le layer 2 protocole. Protocole 1 étant le blockchain lui-même. Et ouais. Par la suite, l'autre attribut qui a attiré les autres groupes, un peu comme tu parlais, mais Mister, rappelle-moi ton prénom. Moi, Ouais. Erez. Ouais. Donc, tu me parlais de contrat. Ouais. Contrat de loi, c'est Mister. Toi, tu es intéressé par ça en ce moment. Donc, des applications qui sont décentralisées. Essentiellement, tu dis, voici le contrat, et peu importe ce qui se passe, que moi je meurs, que mon boss ne soit pas content, que l'autre ami est plus riche et qu'il n'est pas content. Non, ça va être exécuté selon le contrat parce que ce contrat-là est décentralisé. C'est l'intention ici qui t'intéresse. OK. Ici, beaucoup de spéculations là-dessus. Et le dernier groupe, et non le moindre. C'est mon ordi qui est en veille. OK. C'est la spéculation. Donc, évidemment, on se rappelle tous en décembre, janvier, quand les prix sont montés jusqu'à 19 000 US pour le Bitcoin. L'Ethereum est monté dans les 1300 US. Aujourd'hui, il est à 220. Donc, la spéculation, clairement, l'a rejoint un grand public. Démo, le fabuleux démo de Pascal Indy, que maintenant j'appelle « What the heck does miners mine ?» Donc, vous avez peut-être entendu souvent parler qu'il y a des miners, j'en parle, mais c'est quoi qu'ils font? Oui, ils font des calculs. C'est quoi le calcul? Et c'est ça que je vais vous montrer et que vous compreniez hors de tout doute qu'est-ce qui se passe. On essaye ça. All right. Et là, ça devrait fader. Non. OK. Alors, on parle de blockchain ou de chaîne de blocs. Voyons comme pourquoi c'est représenté de cette façon-là. Dans un bloc, on a 3 grands éléments. On a des transactions, du data, exactement comme on fait une transaction ici qu'on paie avec notre carte de crédit. Vraiment, ça dit le numéro de carte de crédit, l'expiration, ça appartient à qui, la date, etc. Vraiment, les transactions, le data brut de ce qui se passe sur le réseau. Et je donne un exemple ici. Dans le cas, excusez-moi, encore une toux sèche. Dans le cas d'une transaction sur le Bitcoin, ça dit le wallet envoie, exemple, 4,9 Bitcoin. Il en reste un petit peu moins parce qu'il y a un frais de réseau. Ensuite, il envoie à une autre adresse wallet, la date, etc. Des transactions. Le hash. Donc, le hash, il faut comprendre c'est quoi. Je vais le démontrer, je vais vous le réexpliquer à peu près 8 fois ce soir. Donc, le hash est une fonction cryptographique qui permet d'obtenir une empreinte digitale d'un fichier ou d'une chaîne de caractères, d'une valeur ou d'un fichier. On garde ça en tête, je vais y revenir. Et, troisième chose, dans un bloc, il existe le hash du bloc précédent. Et c'est là le génie que Satoshi Nakamoto a eu de faire un système de cela.
Donc, on l'a ici. Le bloc précédent avait ce H-là. Et pourquoi c'est important? Essayons de le découvrir. Ça manque un peu de volume, hein? All right. La musique fade. All right. Quand les miners font leur travail, on dit qu'ils font un travail de style proof of work. Donc, on veut prouver dans le réseau qu'ils ont fait un effort, tant au niveau monétaire qu'avec leur machine, qu'avec de l'électricité, de faire une opération, des calculs, et que cette opération-là doit demander un effort. Parce que si c'était trop facile, essentiellement, n'importe qui peut le faire et n'importe qui pourrait spammer, qu'on appelle le réseau. Alors, la meilleure comparaison que j'ai trouvée jusqu'à ce point-ci, c'est avec un Sudoku. Un Sudoku, ça demande un certain effort de le remplir, ligne par ligne, et que toutes les lignes fonctionnent horizontalement et verticalement. Oui, ce Sudoku-là, mettons qu'il me prend 5 minutes à faire. Vous me voyez venir. Le prochain Sudoku va prendre pas mal plus de temps. Et quand ça prend plus de temps à faire un calcul dans le réseau de mining, ou en tant que miner, on appelle ça que la difficulté augmente. Donc moi, je fais des calculs, mais ça me prend plus de temps à trouver la réponse. Et la difficulté augmente, la difficulté augmente. Excusez-moi, je pensais qu'il y avait d'autres choses. Ça devient un peu pénible. Une fois que le Sudoku est rempli, ça m'a pris, mettons, 5 minutes à le faire. Mais le vérifier, ça me prend très rapidement. Je vais pouvoir dire, parfait, ça marche, ça marche, ça marche. Peut-être ça va me prendre 10 secondes à valider que ça fonctionne. Et c'est vraiment ça l'analogie la plus importante. Ça m'a pris du temps à le faire, peut-être un 5 minutes, mais valider ça, peut-être un 10 secondes. Parfait? On garde cette idée-là en tête. Maintenant, le temps de comprendre c'est quoi une fonction H. Je vous le montre très techniquement. Ensuite de ça, on va essayer de faire l'analogie avec qu'est-ce que les miners calculent, le H, la difficulté. Tout ça devrait faire un sens. Je change ça ici. Donnez-moi un 10 secondes. All right. Donc, de quoi ça a l'air? Ça a l'air pas pire. OK, on est prêt. Donc, comment une fonction H fonctionne? Dans mon exemple, je vais le grossir un peu. Ouais, je vais enlever ça ici. All right. Je veux savoir quelle est l'empreinte digitale de cette phrase-là. Il y a 50 personnes ici ce soir, point. Les guillemets, ça fait partie de la programmation. Et si je roule cette transaction-là, transaction ou, dans ce cas, c'est juste l'exemple, cette phrase-là, et je la mets dans la fonction SHA-256, ça va me donner une réponse. Ça va donner une empreinte digitale unique à cette phrase-là. Je vous fais la preuve. L'exemple 1. Donc, quand je dis à ma machine, calcule-moi c'est quoi l'empreinte digitale de ça, voici le H. Good enough. Maintenant, si je dis, il n'y a pas 50 personnes ici ce soir, mais il y a 51 personnes ici ce soir, on voit que le H a changé. Est-ce que vous êtes d'accord là? D'accord? Donc, le H est totalement différent et c'est une des propriétés d'une fonction H. De ça, je ne suis pas capable de revenir à c'est quoi qu'il y avait là-dedans. Là-dedans, ça peut être une photo, ça peut être une vidéo, ça peut être n'importe quel type de fichier digital. D'accord? Fait que là, c'est une phrase toute simple. Mais que je mette des gigabits d'informations, que je mette un octet d'informations, le H demeure toujours dans cette forme-là. Maintenant, le langage comme le langage de programmation? OK. Le Bitcoin lui-même est programmé en C++. Mais tu sais, la fonction H elle-même, elle pourrait être en Python, en Java,
ou en C++ ou en .NET, ça importe peu. Mais dans ce cas-ci, elle est roulée en C++. Mais ce sont des différents types de numéros, des différents types de résultats qu'ils donnent ou c'est toujours le même? Toujours le même, évidemment. Oui. Okay. Sinon, il ne pourrait pas avoir de consensus. Okay. D'accord? Puis on va comprendre dans un instant l'histoire du consensus. Là. Mais ouais, c'est une bonne question. Donc, ici, j'ai compliqué un peu la transaction. Ça, il me semble qu'avant, je pouvais juste gérer comme petit. On fait des updates et les choses changent. Donc, ma transaction, maintenant, c'est plus il y a 50 personnes ce soir. C'est ça. Guillemets, jusqu'à guillemets. Donc, ma transaction, maintenant, ressemble à la transaction que je vous ai montrée tantôt. Ça, c'est une transaction. Puis, imaginez qu'il y en a des centaines pendant 10 minutes. Parfait. À quoi ça ressemble, cette transaction-là? Si je la hash, ça ressemble à ça. La réponse est ici. Et on remarque, pour un ordinateur, trouver le hash, ça prend comme une fraction de seconde. Par contre, si on essaierait de dire « je me demande bien qu'est-ce qu'il y avait d'écrit en arrière de ça », c'est virtuellement impossible. Parfait. Expérience numéro 4. OK, vous voyez ici, j'ai écrit 133 à la place, ici, au lieu de 33. Donc, voyons ce que ça fait. Et le hash a changé. Donc, on compare ici. Ça, c'est 33 bitcoins versus 133 bitcoins. Juste cette petite variable-là change totalement le hash. C'est juste ça qu'il y a à comprendre de c'est quoi. Maintenant, OK, donc maintenant qu'on comprend c'est quoi un hash, est-ce que ça a tout clair? Ça marche? Une fois qu'on comprend ça, we can build on top of it. Cool! But what the heck does miners mine? Alors, c'est là qu'on faut mélanger l'idée du hashing et du sudoku qu'on a vu tantôt. Le sudoku, on se rappelle, le but, c'est qu'il y a une difficulté. Ça me prend un effort pour résoudre mon sudoku. Alors, je prends une transaction qui me donne un hash. Donc, imaginons que pendant 10 minutes, ou je suis à 5 minutes peut-être, il y a des transactions qui se passent. Il y a 100 transactions. Les 100 transactions me donnent un hash à ce point-ci. Et là, je veux trouver quelque chose de très particulier. Juste avant de trouver quelque chose de très particulier, je vais prendre le hash ici. Je vais enlever ça juste pour que ça puisse écrire, pour qu'on puisse mettre d'autres choses sur le tableau. Parfait. Donc, ça, c'est mon hash. OK, c'est mon hash au long. Bon, je vous montre ça. Et maintenant, je vais introduire le concept de nonce, la fameuse difficulté. Et je vais mettre un numéro à tout hasard ici et je vais refaire un hash là-dessus pour trouver une réponse. Je vais aller moins vite. Donc, j'ai un hash, j'ai un nonce qui va être un numéro aléatoire. Et je veux que ça égale un hash qui va commencer avec des zéros. Dans ce cas-ci, je vous mets 4 zéros pour un exemple. Donc, si vous voyez un peu la truc venir, là, les hashes ici, là, on ne sait jamais trop par quoi ils vont commencer. Là. Mais si je dis à mon système, « Hey, généralement, une transaction qui va commencer avec des zéros, il va falloir que j'essaye souvent pour arriver avec 4 zéros. » Right? Donc, dans mon exemple, si je prends le hash que j'avais là, ici, puis je mets le chiffre 1, 2, 3, 4, 5, va peut-être me donner ce chiffre-là, peut-être pas. Si je ne l'ai pas, il va falloir que je réessaye. En tant que miner, il va falloir que je réessaye. Alors, find a nonce and get the reward game theory. OK. Exemple numéro 5. Juste avant de l'exécuter, on va aller voir ce qu'il y a là-dedans. OK. Ici, je vous montre un exemple. J'ai une transaction. On va supposer qu'il y en a des centaines. Et par la suite, je vais dire à mon système, le nonce, essaye avec le nonce 1, 2, 3, 4, 5. Excusez-moi, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5, puis 1, 2, 3, 6. Donc, fais un essai avec ces trois chiffres-là, 3 nonces. Qu'est-ce que ça donne? Alors, quand il essaie avec le 1, 2, 3, 4, 5, excusez-moi, 1, 2, 3, 4, voici le hash qu'il a trouvé.
avec 1, 2, 3, 5, il a trouvé ce H-là. Et avec 1, 2, 3, 6, il a trouvé ce H-là. Donc, sur ce qu'on vient de voir, il n'y a rien qui commence avec des zéros. Il faudrait que je continue à calculer pour trouver une réponse qui va me donner un H avec des zéros. Ça fait du sens? Vas-y, micro. Ah, tu peux le laisser allumer, hein? Une fois qu'on a trouvé un nonce, est-ce que ça veut dire qu'on a déjà fait un crypto mining ou c'est juste une étape de crypto mining? Donc, OK, une fois qu'on l'a trouvé, la réponse? Ouais. OK, je vais y arriver. Je ne vais pas te répondre tout de suite, OK? Je vais y arriver. Maintenant, étape numéro 6, qu'est-ce qui se passe ici? Je prends mes transactions et je vais essayer, pour la démo, je vais commencer avec le chiffre 2, 3, 5, puis je vais incrémenter jusqu'à 5 millions. Puis on va regarder, voir si je trouve un ounce qui va commencer, excusez-moi, je vais vous montrer encore le code, avec 2 zéros. Ma difficulté, c'est 2 zéros pour le démo. J'aurais pu mettre 4, 2 zéros. Je suis rendu à 5 ou à 6? OK, ça c'est 5. 6. C'est normal, ça prend un petit délai. Et ça mine. Qu'est-ce que ça mine? Je cherche des zéros ici. Tant que j'ai pas de zéro, je continue à calculer. Est-ce qu'on va l'avoir? Bam! Right! On a trouvé un H avec le nonce 632 qui commence avec le 00 quelque chose. Et à ce moment-ci, c'est là que la transaction serait validée. Qu'est-ce qui se passe une fois que c'est validé? Ça revient à ta question. Continuons l'exercice. OK, dans mon démo, j'ai dit 2 zéros. Regarde, je vais te montrer. Ici, la difficulté, j'ai mis 2 pour l'exemple. Tantôt, j'avais mis 4, tu as raison. Là, j'ai écrit 2 pour qu'on puisse se trouver dans la même journée. Donc, j'ai mis 2 dans mon cas d'exemple. OK? Je vais continuer avec l'exemple 7. OK, oui, j'ai changé 34. OK, vous voyez ici 33. J'ai juste changé dans l'autre exemple 34. Et on va regarder, voir qu'est-ce que ça donne. Donc, lui, on a trouvé avec le nonce 632. 7. Qu'est-ce qui se passe? On cherche des zéros. Des fois, on voit des zéros passer, mais il n'y en a pas deux de suite. Bam! So, le nonce 455 à tout hasard, lui a donné un H avec des zéros. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de l'exercice 6 et 7? C'est que selon ce qui se passe comme transaction de tout le monde, dans le monde entier, ça impacte ce que le miner va faire d'une façon totalement aléatoire. Donc, j'ai changé une transaction, je ne m'en souviens pas, là, de 33 à 44, je pense. Et pour le même calcul en tant que miner, je suis arrivé à tout hasard plus rapidement à la réponse dans cet exemple-là. Juste parce que le H précédent, avec mon ounce que j'essaye, produit à tout hasard 2 zéros avec 455 versus 632. Vous voyez, c'est assez aléatoire. Dernier exemple ici, le 8. Qu'est-ce qui se passe? Cet exemple-là, je l'ai mis parce que on m'a déjà posé la question. Ici, les chiffres, est-ce qu'ils doivent avoir un ordre en particulier? La réponse est non. Donc, on peut trouver une autre réponse. Le nonce peut avoir plusieurs réponses. Donc ici, je vous montre la preuve.
Même exercice, sauf que je commence avec le chiffre ici, 1 million quelque chose jusqu'à 5 millions. Et ça se peut, pas ça se peut, mais on va trouver une autre réponse. Je dois avouer, les dés sont un peu pipés, ça va vite. J'arrive avec un autre nonce, les mêmes transactions. J'arrive avec 2 zéros ici. Et c'est ça qui importe dans le réseau. Ça, il faut comprendre ça. Il n'y a pas un nonce universel. Moi, je dis que le nonce là fonctionne. Et une fois que je trouve la réponse, je distribue la réponse aux autres miners qui vérifient la réponse de ce nonce-là en une fraction de seconde. Les autres miners disent « ça marche, je suis d'accord ». Et là, il y a un consensus, le 50% plus 1 qui se produit sur le réseau dans quelques secondes. Est-ce que ça fait du sens? Micro. Tout le monde peut trouver ça ou ouais. C'est juste une... Ça nécessite une information, une base de mathématiques spéciale pour faire mining. OK. Donc, c'est une question. Qui peut faire du mining? Ouais. Parfait. Tantôt, je disais que n'importe qui permet l'innovation sans permission. Right? Donc, n'importe qui peut contribuer au code source, puis vraiment là, travailler sur la façon que le Bitcoin devrait fonctionner en général. Même chose au niveau du mining. N'importe qui peut dire, je vais mettre ma machine, mon ordinateur ou mon miner qu'on appelle, à la disponibilité du réseau Bitcoin ou un autre réseau. N'importe qui peut dire, ben, let's go, moi je vais rouler la fameuse fonction SHA-256 au profit du réseau Bitcoin. Je vais dépenser des coûts sur la machine, je vais dépenser des coûts au niveau de l'électricité. Puis je souhaite, une fois de temps en temps, que moi ou quelqu'un dans mon pool trouve la réponse afin que je recueille des coins. Donc ça, c'est le fameux game theory. L'incitatif de pourquoi on fait ça. Ça fait du sens? Donc n'importe qui, puis essentiellement, tu installes un logiciel sur un ordinateur, tu dis littéralement run, puis ça part, puis tu n'y penses plus. C'est ça. Oui? Je vais juste ajouter que, en fait, les mineurs, ils sont en concurrence entre eux. Et le premier qui trouve la réponse, il reçoit le Bitcoin. Et quand il y a beaucoup de mineurs dans le réseau, ça devient plus difficile à trouver la réponse. Donc, on change le niveau de difficulté, le nombre de nonces, pour ajuster la difficulté dans le réseau. Yes. Question? Oui, on a une question. Du coup, ça dépend aussi du type d'ordinateur qu'on a. Dans le sens, si on a un ordinateur tout pourri, tu auras moins de chances de trouver un code. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on parle souvent de un arms race dans le cas du mining, dans le proof of work. Donc, plus que tu as de pouvoir de calculation, de calcul, plus que tu as de chances de trouver la réponse. Donc, si toi, tu as un miner qui date de 2 ans, dans le cas du Bitcoin, il mine, mettons, à 9 terahash. Puis maintenant, les miners aujourd'hui, ils minent à, je sais pas, 16, 18 terahash. Tu as 2 fois moins de chance avec ta machine. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui, lui, il en a 100 machines, toi, tu en as une. Tu as 200 fois moins de chance que c'est ça. Donc, là, la question que tu poses en tant que miner, est-ce que j'ai envie d'investir encore ou je m'endure? Donc, c'est ça toute la game de faire du mining. L'incitatif de dire, je dépense d'énergie, vraiment, j'endure du bruit, de la chaleur. Tout ça, c'est tout ça qui rentre en ligne de compte et c'est là que ça devient géré comme un market, littéralement. L'offre et la demande. Right? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que vous vraiment, là, vous faites partir d'ici, vous savez, wow, à chaque fois que je vais entendre le mot mining dans ma vie, je vais repenser aux démos de Pascal, ça fait du sens. Yes. C'est ça qui m'intéresse. Ceux qui connaissent plus, est-ce que vous l'aviez déjà vu? Le démo comme ça? Vous saviez que c'est vraiment ça qui se passait? Ouais? Cool. Non? Première fois? OK. Excellent. Next. Good news. Une nouvelle section que j'ai mis parce que depuis, on s'entend quelques mois, le prix descend quand même depuis janvier. Les réseaux
de nouvelles traditionnelles sont assez pessimistes en général, mais ça demeure qu'il existe de très, très bonnes nouvelles en général. Donc, juste en partager quelques-unes avec vous. The Jamaica Stock Exchange to trade crypto assets in 2018, donc bientôt. Donc, imaginez que le TSX au Canada ont annoncé qu'on va pouvoir trader du crypto. En Jamaïque, ils l'ont fait. Another major Swiss bank begins accepting cryptocurrencies assets. Une banque. Très cool. J'ai pas entendu parler au Canada ou au Québec d'une banque qui allait faire ça. En Suisse, ils ont commencé. Je sais pas pourquoi, mais on sait qu'en Suisse, en général, ils ont comme le flair pour les trucs financiers, right? Et aussi, en Suisse, on a le Crypto Valley qui est dans le canton de Zug. Le crypto quoi? Crypto Valley, comme Silicon Valley, il y a un Crypto Valley. Éteins-le pas. Il y a un, comme on dit, Silicon Valley. Oui. Il y a un Crypto Valley en Suisse, dans le canton de Zug. C'est un cluster de compagnies qui travaillent dans le domaine de la blockchain et de crypto. Sais-tu c'est quoi le nom de la ville? Ça s'appelle Zug. C'est une petite ville, Zug, la ville. et c'est un des cantons OK. Donc, c'est un bled, puis finalement, oui. le gouvernement a dit... Et donc, cette compagnie qui sont implantées là-bas, ils travaillent très étroitement avec le gouvernement de Suisse pour développer ce domaine. Très cool. Donc, les Suisses, ils sont très friendly. All right. OK, merci. Dans le fond, c'est peut-être la même nouvelle. Donc, Swiss Bank, Meraki, Bowman will service cryptocurrency firms. Japan's SBI Crypto Exchange, un peu comme un TXX canadien. Exchange adds 2 major cryptocurrencies au Japon. Ce que je cherche au Japon, c'est un marché sérieux. Par la suite, the owner of the New York Exchange, deuxième grande bourse au monde, is working on a Bitcoin trading platform. C'est pas la petite nouvelle. 14 milliards d'investissements en Afrique du Sud pour lancer un crypto exchange. Tax-free profit on Bitcoin or crypto trading au Portugal. Le Nasdaq will list cryptocurrencies en 2019, deuxième Q2. Germany's second biggest stock exchange launch Ethereum, Ripple and Litecoin, etc. Donc, l'air de rien, ces nouvelles-là, on ne les entend pas à TVA, on ne les entend pas à RDI. Ils vont nous dire, il y a eu telle arnaque sur une espèce de coin pas rapport, puis ils vont emphaser sur les arnaques qui n'ont pas rapport avec le blockchain. Mais ça demeure que le protocole lui-même, il y a beaucoup de gens qui y croient. Donc, ta question, si je comprends, est-ce que c'est possible de créer sa propre crypto-monnaie? J'ai l'impression que tu me parles d'un camp particulier, mais laisse-moi répondre de cette façon-là, OK? Si je vais sur GitHub. OK. Donc, je suis sur GitHub, qui est le plus grand site pour collaborer en développeur dans le monde. Et le code qui est ici est open source, c'est-à-dire que littéralement, le code source du Bitcoin, c'est tout ça ici, tout ça là-dedans. N'importe qui peut le copier et n'importe qui peut l'exécuter lui-même. Et comme tu l'as dit, essentiellement, il y a eu des centaines de forks du protocole original du Bitcoin. Donc, le Litecoin est basé là-dessus, entre autres. Ethereum, eux, ont parti vraiment from scratch. Mais il y a beaucoup de forks qui partent. Bitcoin Cash, un connu en ce moment, est basé là-dessus. Donc, oui, n'importe qui peut démarrer son coin et dire qui m'aime me suivre. Totalement. Ça fait partie de la beauté, encore là, de l'innovation sans permission. Ça veut dire qu'on peut avoir plus de 21 millions de coins quand même, selon les différents coins? Ou... Exactement. Le Litecoin, eux, on dit littéralement on a 4 fois plus de tokens. Donc, je pense que c'est environ 60 millions et quelques. On peut aller voir. Très facile à voir. Donc, 84 millions ici. Donc, 21 millions x 4, 84 millions. Littéralement. Ça marche? OK, on est là. Mais ça reste quand même qui même me suivre. Ouais, c'est ça. C'est le plus dur, c'est pas de créer une monnaie, c'est de trouver du monde qui va utiliser.
Donc, si exact. Fait que Jérémy, comme tu dis, un grand projet qui essaie de s'implanter comme le Bitcoin original, ça c'est un débat sociétal dans le monde des cryptos, là. C'est Roger Ver, qui est une personnalité assez connue, qui a fait beaucoup de promotion du Bitcoin, tel qu'on le connaît, a fait un fork et a lancé Bitcoin Cash. Et lui, en ce moment, sa mission, c'est de dire que le Bitcoin Cash, c'est meilleur pour X, Y raison. Au niveau du système, là, il y a plus de mémoire, il est plus rapide, il est plus ci, plus ça. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'au niveau des miners, ceux qui font les transactions, vérifient les transactions, mettons la puissance de pouvoir là, est ici, alors que celle du Bitcoin est là. Donc, on peut dire que ce réseau-là est moins sécuritaire que ce réseau-là. Parce qu'ici, exemple, il y a environ 12 millions de machines qui minent. Ici, il y en a peut-être 500 000 machines. Et c'est comme ça qu'on évalue en ce moment la solidité d'un blockchain privé, public. Juste préciser les forks avec ou sans historique. OK, vas-y. Quand tu veux créer une nouvelle monnaie, tu as deux façons de faire. Soit tu prends le code source, tu le changes, puis tu le publies. Donc ta blockchain, elle va commencer à zéro. Il n'y a aucun compte, il n'y a aucun argent. C'est le premier mineur qui va faire le premier coin. Une autre façon de faire, c'est de te baser sur le Bitcoin comme Bitcoin Cash, Bitcoin Gold. Si tu prends le code du Bitcoin, tu changes les choses qui te plaisent, mais tu gardes l'historique des transactions déjà effectuées. Donc les gens qui avaient déjà des Bitcoins au moment du fork vont se retrouver avec des Bitcoin Cash automatiquement. Tu vas continuer à avoir tes Bitcoins dans la blockchain Bitcoin, mais en plus de ça, tu vas avoir des Bitcoin Cash dans la blockchain Bitcoin. Alors. Très bonne question. OK, là, je comprends. Donc, si je résume dans mes mots, si j'ai bien compris ta question, ça se peut qu'un pays comme la Russie démarre leur propre e-cash. Ouais. Puis selon toi, ça pourrait avoir un impact. Il y a tellement de gens, mettons, en Russie, que finalement, que le Bitcoin vaut beaucoup moins. Ouais, c'est un peu ça ton point, hein? Exactement. OK. Laisse-moi aller sur CoinMarketCap. Le Bitcoin est un registre public. Donc, n'importe qui peut joindre ses efforts à faire des calculs sur le réseau. Ce n'est pas le cas de tous les coins. Je m'explique. Registre public, Bitcoin. Registre public, Ethereum. Registre non public, XRP. Donc, troisième, c'est quand même un token respecté dans le monde des cryptos. On peut être pas d'accord avec la philosophie qu'ils ont, mais ça demeure un projet sérieux. C'est ça que je veux dire. Sur XRP, les transactions sont vérifiées sur une trentaine de machines. Ces machines-là sont maintenant, je vais les croire sur parole, ne sont plus sous la propriété du projet Ripple. Donc, Ripple ont le token XRP, d'accord? Donc, l'entreprise Ripple ne possède plus le contrôle sur les 30 machines. Ils possèdent un peu moins que 50%. Donc, ils se sont dit, c'est décentralisé. Je ne suis pas d'accord avec eux, mais c'est leur histoire. Et ils ont dit, toi, entreprise, mettons IBM, gère une machine. Toi, Oracle, gère une machine. Toi, gouvernement d'Afrique du Sud, gère une machine. Ils ont décidé qui allait faire les calculs sur le réseau. Et c'est une des raisons pourquoi ils réussissent à faire des transactions très rapides, c'est qu'il y a seulement 30 machines qui font des validations. Donc, dans ce concept-là, ce sont des validators et non des miners. Le but, c'est pas de faire un proof of work. Le but, c'est d'avoir 30 machines qu'on se fait confiance, on y va, on calcule. On fait des transactions comme chez Visa. OK? Donc, ma réponse à ça, c'est que ça se peut qu'un gouvernement aille dans un mode blockchain privé, OK? Non ouvert. Centralisé. Centralisé, en fait. D'accord? Et ça se peut qu'il fasse ça. C'est un peu comme quand un État veut faire compétition avec le dollar, par exemple. Donc le dollar est poussé par un État, disons le Nord-Canadien. Poussé par un État, c'est pas un crypto, mais c'est comme si le Canada voulait pousser le dollar vers ce Bitcoin. Ouais. La beauté du Bitcoin, c'est que c'est décentralisé. C'est-à-dire que tout le monde peut utiliser le Bitcoin. Et que ceux qui utilisent le Bitcoin vont croire à un système décentralisé. Donc, peu importe que ce soit un crypto ou pas, si c'est un crypto qui est poussé par un pays, il sera centralisé. Donc, du coup, ceux qui croient au Bitcoin croient quelque chose de décentralisé. Donc, ce sera peu importe que ce soit le crypto dollar ou peu importe. Ceux qui croient au Bitcoin vont continuer à utiliser Bitcoin de toute façon. Attends un petit peu, si je comprends ta question. C'est moi. Si je comprends ta question, c'est que le gouvernement pourrait acheter des miners dans le but de faire compétition aux miners du monde entier. Exactement. C'est ça que tu dis, hein? C'est ça ton point? Oui. OK. Si je reviens un peu plus technique au niveau
miners, là, vraiment arms race, là, j'estime qu'il y a environ, exemple, 12 millions de machines qui font du mining sur Bitcoin à ce jour. Okay? Des machines qui valent, mettons, 500$ chaque. Tu as raison que ce gouvernement, tout d'un coup, il dit on va essayer de bypasser le système, bypasser le monde entier pour être plus puissant. Il pourrait arriver à dépasser la chaîne. Ça pourrait arriver, c'est le fameux risque 50% plus 1. Comment on l'appelle ce risque-là? Quand une chaîne se fait. Prendre la majorité. Oui, mais c'est quoi? Il y a un terme pour ça. Là. Donc, ça pourrait arriver. C'est vrai. What I don't understand is that blockchain of the Bitcoin is the longest one, no? Oh, okay. Now I get why you understand. Exactly. Okay. When we say blockchain, it's the technology behind a project. The project Bitcoin. The project Ethereum. Ethereum has a blockchain. This is another one, but this is still a blockchain. It's like to say a database. So Bitcoin has a database, Ethereum has a database, and the other projects have their own database. So when we say the blockchain, it's not like there's one on Earth. There's one per project. So there's about 1,900 projects. These are the biggest one. Each of those projects has their own blockchain or DLT, right? Distributed ledger technology, we say. Oh, makes sense? Like that. Voila. And to go with your, en français, si je continue avec ce que Jérémy disait, voici sur 6 mois la difficulté qui s'est passée sur le réseau Zcash. Zcash qui se veut un coin privé ou résolument plus privé que celui du Bitcoin. Public, mais anonyme. Public. Donc, n'importe qui peut faire du mining. Récemment, dans le coin ici, là, Bitmain ont sorti des nouvelles générations de machines pour faire du mining et ça a fait exploser la difficulté. Donc, ici, la plupart des gens on calcule avec des cartes vidéo. Et là, une année, moi, ce que je vois ici, c'est que c'est Bitmain qui teste des machines, ils les vendent, boum, ils testent des machines, ils les vendent, puis après ça, là, seront vraiment partis au grand public. Puis ces machines-là ne peuvent pas miner du Bitcoin, parce qu'ils ne minent pas du SHA-256. Ils minent un autre type d'algorithme. OK? 8h20, je vais continuer avant de closer. Donc, qu'est-ce qu'on peut en comprendre jusqu'à présent? Si on regarde l'évolution de l'Internet lui-même, on a eu l'Ethernet et surtout le protocole TCP/IP. Donc, pour moi, le blockchain, la technologie du blockchain, c'est un peu comme un protocole TCP qui vient d'arriver sur la Terre. On est capable de faire des transactions entre gens qui ne se font pas nécessairement confiance. Extraordinaire. Ensuite, on a eu l'Internet des publications, donc ce qu'on appelle l'Internet 1. N'importe qui peut programmer des pages HTML. Par la suite, il y a un gros buzz. Pendant des années, là, le futur, c'était l'e-commerce. Je m'en souviens très bien. On parlait de ça en 98, 2000, là, les années 2000. Le .com, c'était la grosse affaire. Ensuite, on a eu l'Internet de l'interactivité ou des réseaux sociaux, de MySpace jusqu'à Facebook, Twitter. On a eu l'Internet du streaming. Donc, je me souviens qu'il y a eu une époque, il y a eu Skype sur les ordinateurs. Et là, il y avait une façon d'installer Skype sur son iPhone, mais il fallait carrément pirater son iPhone avec Cydia. YouTube, qui a changé nos vies. Et ce que je vois qui s'en vient, c'est que là, on arrive au point, depuis 2009, l'Internet de la e-monnaie, où, je ne suis pas sûr encore du terme, c'est moi qui l'ai coiné, c'est ce que j'appelle Immutability as a Service. Pour moi, le blockchain, c'est que ça devient, dans l'histoire de l'humanité, immuable. Voici ce qui s'est passé dans le blockchain, et c'est permanent. Tant qu'il existe des miners, ça va rester immuable. Et probablement que ça va rester pendant des centaines d'années. Ensuite, il y a l'Internet des contrats, le fameux smart contract que je n'ai pas vraiment abordé encore. Et ce que j'appelle un autre terme, contract as a service. Donc, je peux publier un contrat sur un réseau décentralisé.
Et probablement qu'on va voir dans notre vécu aussi, cette étape-là. Une fois que ça marche, une fois que les smart contracts fonctionnent, on va voir l'Internet du streaming de la e-monnaie. Donc, pourquoi pas, au lieu de payer un parcomètre d'avance, le payer à la minute près ou aux 10 secondes près. Pourquoi pas écouter un film et le payer ou une vidéo YouTube et la payer littéralement à la seconde près. Je pense qu'on va voir ça dans notre vécu. Et ça change tout. Yes! Ouais. Pas juste l'argent, mais aussi des autres assets. OK. L'exemple le plus commun que je pourrais voir, ça serait exemple, aujourd'hui, on a des plaques d'immatriculation sur les voitures. Oui, par exemple. Avec un système centralisé tel que la SAC. Donc, on a besoin d'eux pour valider que la voiture a payé ses licences, qu'il y a une taxe, une ristourne qui retourne au gouvernement pour s'occuper des routes, etc. Donc, éventuellement, on pourrait littéralement dire, je paye une facture dans le smart contract qui me retourne un numéro de confirmation et je pourrais imprimer moi-même ma plaque ou la faire imprimer, ça me coûte 10 $ dans une machine à coke, mais une machine à plaque. Bam, j'ai mis ça là. Et c'est public. De telle date à telle date, ton contrat est valide, puis tu as payé tes licences. Donc, pour moi, on pourrait littéralement dire, la fonction de la SAC n'a plus sa raison d'être parce que maintenant, on l'a mis sur un réseau décentralisé où est-ce qu'on est capable de gérer justement les licences des voitures au Québec. Et en plus, ces licences-là, maintenant, sont disponibles à tout le monde entier ou réservées à certaines entités du gouvernement du monde entier. On pourrait les mettre privé ou simulé ou public, à voir. Mais je crois que l'avantage est là. On pourrait dire, il y a certains trucs très centralisés, très gouvernementaux, très lourds à gérer, qui ne vaut plus la peine d'exister parce qu'on est capable d'avoir un système, un ledger décentralisé, qui est plus efficace, plus rapide, moins cher à opérer. Et ça, c'est un use case qui est abondamment discuté, surtout dans les pays d'Afrique, où est-ce qu'en ce moment, il y a souvent de la corruption au niveau de le terrain qui est là ou la maison qui est là, elle appartient à qui? C'est un grand enjeu, pas pour nous au Canada ou dans les pays industrialisés, mais dans certains pays justement moins industrialisés, Pakistan, Iran, c'est un gros enjeu. Et pour eux, ça serait un game changer. Donc pour moi, je vois un gros use case là. 2 sujets qui nous restent. Se procurer ses premiers coins. Je vais aller selon les questions. Trader. Mes connaissances à ce point, je ne suis pas un trader, mais je crois que j'ai une base. Puis miner, on peut en parler aussi grossièrement. Yes. Donc, se procurer ses premiers coins. Donc, ceux qui débutent. Monsieur, c'est une question que tu as? Plus ou moins, ça va de ce côté-là? J'avais déjà des coins. OK, parfait. Monsieur, c'est un sujet qui t'intéresse? Oui. Quand même? OK. Excusez-moi. Marché de change canadien, il y en a quelques-uns. Une façon de commencer qui est peut-être la plus rapide à ce jour, je pense, c'est Coinbase. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Est-ce que ça va encore bien? Je ne le sais pas. C'est compliqué avec les cartes de crédit. Oui, il y a beaucoup de banques qui OK. cartes de crédit qui refusent maintenant qu'on achète. Oui. Pour nous, les Canadiens, c'est compliqué. C'est ça, hein? OK. Donc, Coinbase allait bien, sauf que nos banques canadiennes ont décidé que on ne pouvait pas faire une transaction avec notre Visa, mettons, vers Coinbase. Ils bloquent la transaction. Ou ils acceptent la transaction en faisant comme une avance d'argent. Puis là, tu t'en rends pas vraiment compte. Puis là, tu es chargé à 20 % parce que la transaction est considérée pas comme un achat, mais comme une avance. Il faut faire attention à ça. Donc, Coinbase, c'était une bonne façon il y a 1 an. Aujourd'hui, putain. C'est ma conclusion. D'autres marchés de change, il existe Quadriga. OK. Donc, Quadriga CX, c'est un marché de change. On s'enregistre. Ils vont nous demander des pièces d'identité, genre notre permis de conduire. Qu'est-ce qu'ils nous demandent aussi? Je pense qu'ils nous demandent une facture, genre Bill d'Hydro-Québec. Sinon, tu fais une enquête de crédit avec Equifax. Une enquête de crédit Equifax. Puis je pense qu'ils demandent aussi une photo avec un genre de selfie avec ta carte de crédit ou quelque chose. Donc, c'est comme s'enregistrer dans une banque. Là. C'est vraiment, là, ils veulent savoir t'es qui. Right? Et par la suite, et là, tu dis, OK, je vais envoyer de l'argent sur le marché de change. Donc là, tu prends de ton compte canadien, tu fais une transaction e-Interac, par exemple, ou e-Transfer.
Ça veut dire la même chose, c'est transfert? Je voulais dire un bank wire, là. C'est transfert bancaire. Un transfert bancaire. Puis, l'argent arrive en canadien sur le marché de change. Et là, j'ai une console, comme à la bourse, pour dire, ben, OK, je vais acheter 1000 $ d'argent canadien en Bitcoin. Et maintenant, j'ai des tokens, j'ai des Bitcoins dans mon marché de change. Je vais continuer la transaction dans un instant. Je vais juste finir la question marché de change. Coinberry, relativement nouveau. Je les ai essayés quelques fois. À date, je les recommande. J'aime beaucoup ce qu'ils font. C'est très simple. Ça ressemble beaucoup à Coinbase, ce qu'ils font. Et comme je vous ai dit, ils m'ont contacté. J'ai un lien, le promo code. Donc, si jamais vous voulez, vous avez un 20 $ et j'ai un 20 $ pour vous avoir référé. Si vous le voulez, je vous le donne. Là, j'ai pas les coupons, habituellement, j'ai des flyers sur moi. Écrivez-moi là, sur Meetup ou sur mon site web. Là. Ça va me faire plaisir de vous partager le lien si vous voulez. Donc, ça va très bien. C'est un marché très simple, donc il n'y a pas de stop limit. Hein? On achète market. Donc, c'est ce qu'il y a à savoir. Pour les débutants, c'est correct. Dans les wallets, il y a des soft wallets qu'on appelle software, tels qu'Exodus. Il y en a plein d'autres. Sur les téléphones, il existe un wallet très reconnu qui s'appelle Breed ou BRD. Okay? BRD Wallet pour Breed, qui va gérer plusieurs tokens aussi. Et soyons clairs, c'est ton wallet. Donc, la clé privée est dans ton téléphone. Donc, je peux avoir 2, 3 wallets dans une application. Oui. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à savoir? En général, la sécurité d'un téléphone est plus safe que celle d'un ordinateur. Pour la plupart des gens. Ça, c'est bon à savoir. Gardez en tête. Par la suite, une fois qu'on a fait ses premières transactions, un peu comme tu viens de dire, il existe des wallets qu'on appelle des hardware wallets. Et ça, l'intérêt de ça, c'est d'avoir sa clé privée, littéralement déconnectée d'Internet. Donc, l'intention, c'est de dire, il n'y a personne qui peut prendre ma clé privée. Elle existe juste dans un système qui n'est pas connecté à Internet. OK? Donc, les hardware wallets, ça a totalement sa raison de vivre, mais c'est peut-être pas la première chose que tu achètes si tu n'as jamais fait de transaction. Make sense? OK. Ensuite de ça, prochain point. Son propre wallet. Je l'ai écrit ici, là, mais je devrais l'écrire avant. Donc, la leçon à retenir à ce point-ci, là, quand on achète des tokens, not your keys, not your coins. Donc, quand l'argent ou quand tes tokens sont sur un marché de change et que tu n'as pas la clé privée, on peut dire que officiellement, ce n'est pas à toi. Il y a une entité que tu fais confiance qui gère tes coins. Et ça va en l'encontre de l'esprit des cryptos. Tu veux gérer tes propres tokens, tes propres mots de passe, tes propres clés privées. All right? Donc, si jamais tu mets tes cryptos dans un exchange, dans un marché, c'est eux qui ont la clé privée des cryptos, donc c'est eux qui contrôlent tes cryptos, entre guillemets. Donc, si jamais ils se font hacker ils sont des arnaqueurs, ils peuvent partir avec tes clés privées, parce qu'en fait, toi, tu n'auras aucun moyen de dire, d'aller voir quelqu'un, de dire, m'a volé mes cryptos, remboursez-moi, comme pour une banque maintenant. C'est pas parce que tu as des cryptos que tu dois plus faire confiance à quelqu'un. Si tu donnes tes cryptos à un marché de change, tu dois faire confiance à ce marché de change. Tu transfères ta confiance de toi-même vers cette personne-là. Donc vers une tierce entité. Parce que tu lui donnes ton argent pour qu'il le garde. Tes tokens. Tes coins, tu les as donnés au marché de change pour pouvoir faire tes échanges. Mais tant que ton token, ou tant que tes dollars canadiens, ou tes dollars US, ou tes bitcoins sont sur le marché, c'est le propriétaire du marché qui a le contrôle dessus. Donc toi, avant d'envoyer de l'argent sur un marché de change, il faut que tu te poses la question, est-ce que je leur fais confiance? Est-ce que ce sont des gens sérieux? Si tu te réponds oui, tu peux envoyer ton argent. Si tu ne sais pas c'est qui, tu n'as pas confiance, n'envoie pas ton argent. All right? Ça fait beaucoup à apprendre, on est d'accord. All right? Donc, not your keys, not your token. Donc, ça, c'est un takeaway. Quand on commence, là, tu dis parfait, j'ai mes tokens, j'ai fait 100$ de profit, là, parce qu'il y a eu un PAM de 10%. Cool. Mais si c'est encore sur le marché de change, à la fin de la journée, c'est pas tes tokens.
tu fais confiance que ça reste ouvert. Mais faut être clair. Que c'est juste dans mon wallet, il n'y a pas de problème là. Exact. Donc, une fois que c'est dans ton wallet, comme je montrais tantôt, Exodus par exemple, si ton ordinateur est sécurisé, donc s'il n'y a personne littéralement qui va sur ton ordinateur et qui va copier la clé privée qui existe sur ton ordinateur et qui apprend, là, s'il n'y a personne qui a accès à ça, on est d'accord, tu es sécure. Okay. Et c'est pour ça qu'une fois que tu commences à avoir des fonds, une quantité sérieuse, qu'il existe les hardware wallets. Pour que même qu'un pirate ne puisse pas se connecter sur ton hardware wallet. Ton hardware wallet est déconnecté d'Internet. Juste faire une parenthèse sur ton exemple, c'est que tu as un mot de passe qu'on appelle des passphrases. C'est ça, oui, voilà. Oui. Lui, tu l'écris, c'est des mots littéralement, là, table, blue, sun, rewind. Tu as des mots. Le but, c'est de les écrire à quelque part dans ta vie, là, puis les mettre, mettons, dans un coffre de sûreté ou peu importe en sécurité. Et là, comme tu dis, tu peux restaurer ça. Mais tu ne gères pas directement ta clé privée. Tu peux, mais parce qu'une clé privée, c'est très dur à écrire. Là. Tu peux faire des fautes partout. Donc, tu mets des mots, 22 mots, environ 24 mots. Lui, tu le gardes et avec ça, tu peux restaurer ton hardware wallet. C'est un des avantages. Si je continue, CoinMarketCap qui devient vite le site favori de tous ceux qui commencent. Ça permet de voir le prix du marché pour à peu près tous les coins listés en marché de change. On monte en haut, ça peut. Yep, quoi donc? Nombre de currency, 1980. Ouais, 13. Bientôt 2000. Quasiment ton année de naissance. All right. Ensuite, marché de change altcoin. On parle d'environ 1900 tokens. Donc, mettons, tu t'en vas chez Quadriga CX, tu peux acheter Bitcoin, Ethereum, Litecoin. 3. OK, mais comment on fait pour acheter les autres? C'est un peu ça le point. Donc, il existe des marchés de change plus spécialisés pour acheter d'autres types de tokens que ces 3-là. Donc, essentiellement, les pays, le Canada, on passe par un marché de change principal pour aller sur un token majeur. Et de ce token majeur-là, on peut aller dans d'autres types de coins. Donc, il existe Binance, qui est un des les plus connus, Binance.com. Bitfinex. Coin Satoshi, qui est un des marchés de change avec le plus de coins disponibles. Avec le micro, va? Coin Satoshi, c'est un marché qui a énormément de coins supportés. Même des tout petits coins. OK, je ne connaissais pas. Coin Satoshi. IO peut-être. Ils sont tout en IO en ce moment. OK. All right. Donc, il faut comprendre qu'il existe des marchés de change aussi qui ne sont pas directement disponibles de Canadiens à NEO, exemple, qui est un token. Moi, je ne peux pas acheter du NEO direct avec mon Canadien. Qu'est-ce que je fais? J'achète, exemple, du Canadien Bitcoin. Je prends mon Bitcoin, je l'envoie sur un autre marché de change. De là, je vais pouvoir acheter du NEO avec mon Bitcoin. OK? C'est un peu une galère, mais on est dans les débuts. Right? Fair enough. Expression à connaître. Une nouvelle petite section de Crypto Montreal. All right. FOMO, Fear of Missing Out. Donc, les marchés vont bien, et les humains en général, on est un peu émotionnel dans l'histoire, puis on fait « Wow, je vais manquer ma chance, là. » Ça commence à prendre la valeur. Puis là, tu embarques dans le marché. Je vais vous montrer dans un instant. Puis ça se peut que dans le fond, que tu achètes trop cher, puis c'est quasiment écrit dans le ciel que le marché va recorriger. Le FUD, ça, c'est quand ça va mal, puis là, Fear, Uncertainty and Deception. Doubt, excusez-moi. Donc là, c'est là qu'en ce moment, quand quelque chose va mal, ça continue d'aller plus mal parce que les gens font « je me retire du marché, je vends ». HODL, expression assez populaire depuis justement le forum Bitcoin. Et c'est quelqu'un qui disait essentiellement qu'il était un peu sous un genre de vendredi soir. Puis au lieu d'écrire « hold », il écrivait « HODL ». Puis la façon qu'il écrivait, c'était vraiment théâtral. Puis il écrivait « HODL » au lieu de dire « hold ». Puis il disait, moi, peu importe le marché, il va pogner une scène, I'm gonna hodl all my life, nanana. Puis c'est resté vraiment un meme dans l'imaginaire. Puis le ETH pour all-time high. Dernier petit point, dans le fond, récapitulatif d'une transaction bout en bout. J'en ai parlé tantôt. Si je la répète, j'ai de l'argent canadien dans mon compte bancaire canadien. Je m'ouvre un compte chez Quadriga CX ou chez Coinberry. J'envoie de l'argent avec un transfert bancaire de ma banque vers le marché de change. À un moment donné, je regarde le marché, je fais « ça vaut la peine d'acheter ». Je fais ma transaction, j'achète du Ethereum ou j'achète du Bitcoin. J'ai des tokens sur le marché de change. Il faut que je fasse une transaction
du marché de change vers mon wallet. Transaction est complétée. Si je veux vendre, je fais l'inverse. Je vais dans mon wallet. J'ouvre ma page sur mon marché de change. Le marché de change va me dire deposit. Fait que là, j'ai une adresse, j'ai un wallet de marché de change. Fait que je prends de mon wallet, je fais une transaction Bitcoin vers le marché de change. Là, j'ai mes tokens sur le marché de change. Là, je vais dire sell. Je vends. Là, j'ai de l'argent canadien sur mon marché de change. Soit que je laisse là parce que je veux investir dans le futur, proche, idéalement, ou soit que je dis, OK, j'envoie mes fonds dans mon compte bancaire.